Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la tendance du Bitcoin ces derniers jours. Le Bitcoin qui, ce matin encore, flirter avec les 21 000 $. Nous nous demanderons si ce crypto-actif ou cette crypto-monnaie, selon l'appellation que vous voulez lui donner, fait face à une crise de confiance. Et pour cela, nous avons invité sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Erskovici, fondateur et CEO de StackingSat. Cela nous donnera également l'occasion de parler de l'événement Surfing Bitcoin qui se tiendra à Biarritz fin août. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au Management Package, un Management Package qui ne seront plus désormais considérés comme des plus-values, mais comme des salaires. C'est en tout cas ce que met en place ou ce que montre la jurisprudence. Et pour cela, nous avons invité Bruno Knadjian pour en parler sur le plateau de Smart Patrimoine. Bruno Knadjian, qui est avocat associé et responsable de la pratique fiscale chez Herbert Smith Freehills. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actif de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine qui suit ça une fois par semaine. Et une question que nous nous posons aujourd'hui, le Bitcoin fait-il face à une crise de confiance dans le contexte actuel de recul d'un certain nombre d'actifs en crypto-monnaie et notamment du Bitcoin qui ce matin était aux alentours des 21 000 $, mais aussi lorsqu'on voit qu'un certain nombre de plateformes ont parfois du mal à assurer la liquidité des réserves en crypto-monnaie qu'on peut avoir, que certains utilisateurs peuvent avoir chez elles. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Erskovici, fondateur et CEO de StackingSat. Bonjour Jonathan Erskovici. Bonjour Nicolas. Bon alors on va commencer par les sujets qui fâchent avant de parler dans un deuxième temps de Surfing Bitcoin, la grand-messe de l'écosystème crypto français que vous organisez avec StackingSat donc fin août à Biarritz. Première question, mais d'ailleurs peut-être que ce sera un sujet à Surfing Bitcoin. Est-ce qu'on peut dire actuellement qu'on fait face à une crise de confiance? Pourquoi est-ce que j'appelle ça une crise de confiance ou pourquoi est-ce que je me pose cette question-là? C'est que des actifs volatiles, on a l'habitude d'en voir dans une émission comme Smart Patrimoine. Ce n'est pas inhérent aux crypto-monnaies, même si nombreux sont ceux à mettre en garde sur la volatilité de ces actifs. Mais on voit quand même depuis un mois une tendance à la baisse, pas que sur les crypto-actifs, mais aussi sur les crypto-actifs, et avec une baisse notamment sur le Bitcoin qui continue. C'est-à-dire que là, on est aux alentours de 21 000 $. On revient sur des niveaux qu'on a connus fin 2020, et avant, pour les retrouver, il fallait aller en 2017. Mais surtout, ça c'est le premier sujet, mais surtout, on voit des plateformes qui sont peut-être un petit peu dépassées par les événements et des investisseurs qui peuvent être bloqués quelques heures, quelques jours, voire bloqués plus globalement sur le fait de récupérer l'argent qu'ils avaient placé sur ces plateformes. On est là pour parler du Bitcoin, pas de l'intégralité des cryptoactifs, mais le Bitcoin donne le là finalement sur un certain nombre de cryptoactifs. Est-ce que le terme crise de confiance est adapté selon vous, Jonathan Erskovici ? Alors merci pour cette question Nicolas. Dans le marché des cryptos et plus particulièrement celui du Bitcoin, il faut toujours se poser la question de quelle est l'utilité. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire plus largement dans des projets d'entreprise, il faut toujours se poser la question de l'utilité. Bitcoin, c'est un moyen de paiement et un système monétaire. Il faut toujours garder ça en tête et ne pas se focaliser sur le prix. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, au Salvador, puis plus récemment en Centrafrique, Bitcoin a été déclaré monnaie légale pour aider les gens à trouver un moyen de paiement et un système un système monétaire pour payer. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et effectivement, depuis que Bitcoin a été créé, donc le 3 janvier 2009, je rappelle que Bitcoin à ce moment-là valait même pas 1 centime de dollar, qu'aujourd'hui effectivement on est autour des 21 000 $, qu'effectivement en novembre dernier on était autour des 60 000, et qu'effectivement, du coup, si mes calculs sont bons, on a perdu 3 fois la valeur en l'espace de quelques mois. Effectivement, ça peut paraître considérable sur un horizon de temps relativement court, mais lorsqu'on finalement on observe l'évolution du Bitcoin sur une période un peu plus longue, on voit que Bitcoin, évidemment, sur une longue période, est extrêmement valorisé, en tout cas augmente de manière très significative. Et il faut voir encore une fois finalement les propriétés du Bitcoin, et notamment la propriété principale qui est celle
du coup de la réserve de valeur aussi, hein, même si effectivement on peut croire que sur des moments de court terme comme ça, cette propriété n'existe plus. Oui, parce qu'on la voit diminuer mécaniquement et perdre 3 fois sa valeur. Et justement, sur le prix, alors effectivement, ça peut être du bruit qu'on peut entendre autour, et c'est peut-être ce que vous allez me répondre, mais quand le Bitcoin était à 60 000, il était assez usuel de lire des analystes qui nous disaient qu'il pourrait aller jusqu'à 100 000, 150 000, 200 000, que ça y est, on était parti et que ça ne reculerait pas. Maintenant, ces mêmes analystes, ou en tout cas leurs concurrents ou leurs confrères, nous disent que ce 21 000 pourrait se transformer demain en 10 000 ou en 8 000, voire en 6 000, ou voire... Alors, personne ne parie sur la fin du Bitcoin, mais en tout cas, beaucoup de gens ont du mal à estimer l'arrêt du recul. Est-ce que là, du coup, on peut vraiment parler de réserve de valeur ? Alors, encore une fois, lorsqu'on se positionne sur des temps courts, je comprends votre point de vue et celui des observateurs, mais encore une fois, de notre point de vue, Bitcoin a le potentiel de devenir un étalon monétaire mondial à très long terme, et qu'aujourd'hui, effectivement, cette perte de valeur, donc, qui a effectivement été divisée par 3, est significative sur une période courte, mais lorsqu'on se positionne à long terme, il ne faut pas oublier que Bitcoin a 21 millions d'unités et que cette caractéristique première fait que si on a la conviction que Bitcoin du coup, va bien jouer son rôle de potentiel étalon monétaire mondial et que de plus en plus de pays vont l'adopter en tant que monnaie légale, pour nous, en tout cas, il ne faut pas se focaliser sur le prix, mais sur son utilité et son usage. Et ça, c'est très important et c'est mon message ce matin. Justement, sur le fait, par exemple, que le Salvador ou la Centrafrique ait adopté le Bitcoin comme monnaie légale, on a vu le président du Salvador profiter de tous les moments de creux pour racheter des Bitcoins. Alors, il s'est moins exprimé ces derniers jours sur le sujet, peut-être que ça viendra. Toujours est-il que, je lisais moi un article hier qui disait qu'il possédait aux alentours de 105 millions de dollars en Bitcoin et que du coup, au moment où il les avait achetés, et que cette valeur avait été mécaniquement divisée par 2 avec les reculs successifs qu'on a pu voir sur ce crypto-actif. Est-ce que, justement, on peut se poser la question d'un point de vue particulier, envie de dire d'aller sur un actif aussi volatile. Quand on est une entreprise également, ça engage la responsabilité du dirigeant. Quand on est à la tête d'un État, est-ce que c'est, j'ai envie de dire, safe d'aller aussi massivement sur le Bitcoin ? Alors, c'est une excellente question. Et d'ailleurs, lorsque la délégation française est partie au Salvador, il y a quelques mois, hein, donc en novembre d'ailleurs où Bitcoin était au plus haut, effectivement on pouvait se poser la question de la personnalité du président et son côté un peu CEO de son pays. Donc effectivement c'est à double tranchant, soit on peut considérer que ce monsieur est un mégalomane totalement fou et qu'il a pris un pari extrêmement risqué qui peut nuire finalement à sa population, ou au contraire se dire que c'est plutôt quelqu'un de visionnaire et qui parie sur quelque chose de long terme parce qu'il a des convictions très profondes sur l'utilité du Bitcoin. Donc moi, effectivement, je suis plutôt sur la deuxième caractéristique. Bien sûr, ouais, on s'en doute. Mais effectivement, on peut se dire, est-ce que finalement cette stratégie va dans le sens du coup de l'intérêt de ses habitants ? C'est un débat. Personnellement, moi, je crois que pour ce genre de pays qui sont de toute façon dans le queue de peloton des pays mondiaux, ce sont plutôt des pays pauvres. Donc finalement, ils ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Ce n'est que mon point de vue. Hein, parce que en lien avec leur propre monnaie locale avec leur propre monnaie, avec leur propre développement économique. Hein, parce que je rappelle que le Salvador, après j'ai plus les classements, mais en tout cas le Centrafrique, c'est le 2e pays le plus pauvre au monde. Donc voilà, donc c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut être pire que d'être déjà le 2e pays le plus pauvre au monde, alors que si justement on a cette conviction que Bitcoin peut résoudre un certain nombre de problèmes dans ces pays-là, et ben en fait ils ne peuvent que remonter, à mon sens, dans ce classement des... Et ce, même si Bitcoin perd 3 fois sa valeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement. Parce qu'encore une fois, là, vous pensez que le prix a été divisé par 3, ce qui est le cas. Mais effectivement, dans certains pays, on a des inflations à plus de 1000% ou à plus de 10 000%. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que d'avoir une dévalorisation de sa monnaie de manière très importante versus le Bitcoin qui perd 3 fois sa valeur à court terme, mais qui a une perspective de long terme très importante, c'est un pari. Alors, une dernière question avant de mentionner quand même rapidement cet événement Surfing Bitcoin, puisque il y a quand même
tout l'écosystème crypto, ou en tout cas Bitcoin, qui va se réunir 3 jours à Biarritz. Donc c'est quand même intéressant de savoir de quoi ils vont parler. Juste avant, il y a quand même eu un certain nombre de scandales sur des stablecoins. Donc on parle de Terra Luna, là, on parle de Celsius plus récemment, alors qui n'est pas un stablecoin, mais qui est une plateforme. Pour ceux qui nous regardent et qui regardent ces sujets crypto-actifs, crypto-monnaies, Bitcoin d'un peu plus loin et qui se disent, bon, ça n'a pas l'air très safe, cet écosystème, il vaut mieux en rester loin. Est-ce que un scandale comme Terra Luna ou un sujet comme l'entreprise Celsius en ce moment qui du coup, ne peut plus honorer ses engagements vis-à-vis d'aucun de ses clients. Est-ce que ça a un lien avec Bitcoin? Est-ce que ça peut impacter Bitcoin directement? Alors, par capillarité, probablement que oui, parce qu'il se trouve que toutes ces entreprises-là ont des réserves en Bitcoin et lorsqu'elles se font liquider, elles doivent revendre ces actifs qui, du coup, va avoir un impact sur le prix. Donc, indirectement, il y a des conséquences sur le prix. Mais il faut voir, encore une fois, ce genre de plateforme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille, nous, à nos clients, not your keys, not your Bitcoin. Donc, lorsqu'on confie finalement ces actifs à un tiers, en l'occurrence Celsius, pour espérer gagner un rendement, finalement, on perd la propriété de ces bitcoins. Et ça, c'est ce qu'on rabâche à nos clients. Et c'est pour ça que nous, chez Stackinsat, on a un système d'achat-livraison automatique qui permet à nos clients de conserver eux-mêmes leurs bitcoins et non pas, justement, de les laisser à disposition de certaines plateformes qui, du jour au lendemain, peuvent avoir des difficultés de liquidité. Et donc, Celsius, aujourd'hui, tous les clients de Celsius, je peux vous dire qu'ils pleurent énormément parce que du coup, ils ne peuvent plus retirer leurs fonds et probablement que la société va faire faillite. What's next? C'est-à-dire que vont là, pour le coup, il n'y a pas de banque centrale ou de régulateur qui vient vous sauver. Donc ça, finalement, pour nous, en tant que Bitcoin maximaliste, c'est un assainissement finalement du marché et surtout, ça permet à tout le monde de comprendre que c'est Bitcoin qui a le monopole, j'ai envie de dire, et qui a une vraie utilité, contrairement aux autres cryptos, aux autres plateformes, dont l'utilité est un peu plus faible. Jonathan Erskovici, donc le 25, 26, 27 août se tiendra l'événement Surf in Bitcoin. Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire dans les différentes annonces, il y a une partie grand public et ensuite une partie plus monde professionnel des crypto-monnaies. Donc c'est dans 1 mois et demi. De quoi est-ce qu'on va parler? Quels sont les grands sujets du moment, les grands sujets d'angoisse? Alors j'imagine que ce dont on vient de parler est un sujet qui anime forcément la communauté, mais quand la communauté Bitcoin ou la communauté crypto-monnaie plus large française, et pas que d'ailleurs, c'est que français ou c'est... Pas du tout, c'est une conférence internationale. Internationale, d'accord. Se réunit pendant 3 jours à Biarritz, on y parle de quoi? Alors, donc, merci pour cette question, parce que ça, j'en suis particulièrement fier et presque ému aujourd'hui de venir vous en parler, parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis plus de 6 mois avec mes associés. Donc, effectivement, c'est la 3e édition de Surf in Bitcoin. On a prévu cette fois-ci d'avoir une conférence sur 3 jours. Donc la première journée, Surfing Day, effectivement, c'est une journée grand public. Notre objectif, c'est justement d'essayer de convaincre un maximum de... pas de surf, c'est... Alors, il se trouve qu'on va organiser probablement une compète de surf. Et ça, c'est pour animer la galerie, j'ai envie de dire. Mais effectivement, cette première journée, l'objectif, c'est d'essayer de convaincre le maximum de no-coiners. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons acheté les droits du documentaire Le Mystère Satoshi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Nicolas, mais je vous le recommande. Sur Arte, Sur Arte, exactement. Ouais. Pour diffuser en fait ce film à un public très large, à une audience très large de touristes, par exemple, donc qui seraient sur Biarritz à ce moment-là. Et notre objectif, c'est de démocratiser Bitcoin et de le rendre de plus en plus accessible au grand public. C'est l'objectif de cette première journée du Surfing Day. On va d'ailleurs organiser une chasse au trésor où vous allez pouvoir gagner 10 000 € de Bitcoin dans la ville. Ça va être incroyable. Mais effectivement... Les 2 journées qui suivent, c'est-à-dire le vendredi 26 et le samedi 27 août, là on est effectivement dans une logique un peu plus business et avec du coup 4 thématiques. Chaque thématique aura lieu sur une demi-journée. Donc on aura finance et régulation sur la première demi-journée, économie géopolitique, minage et énergie et enfin technologie et outils. Donc on aura un certain nombre de tables rondes, de panels pour parler de tous ces sujets-là, comme vous l'avez dit. Et on a la chance d'avoir quand même une centaine de speakers qui seront là cette année à Biarritz pour justement échanger autour de tous les sujets que je viens d'évoquer. Rendez-vous donc le 25, 26, 27 août à Biarritz. Merci beaucoup Jonathan Erskovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Stackinsat et vous organisez donc également Surf in Bitcoin dont Bismart est partenaire d'ailleurs. Merci beaucoup Jonathan Erskovici. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au management package. La jurisprudence récente requalifie ces management packages non plus en plus-value de cession d'actifs, mais en salaire et traitement. Pour comprendre un peu plus en détail ce que cela veut dire et ce que cela a comme impact sur les managers ou cadres d'entreprise qui pourraient disposer de stock options, par exemple, d'actions données par l'entreprise, de BSPCE, mais d'autres instruments financiers que nous allons définir plus en détail dans un instant. Nous avons convié sur le plateau de Smart Patrimoine Bruno Knadjian, avocat associé et responsable de la pratique fiscale chez Herbert Smith Freehills. Bonjour Bruno Knadjian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai donné une définition qui, à mon avis, est simpliste du management package. Très concrètement, comment est-ce qu'on pourrait le définir pour que tous les gens qui nous écoutent puissent comprendre s'ils sont concernés ou non par ces management packages? Alors en réalité, le management package, c'est le vocable générique pour définir l'ensemble des dispositifs, instruments, outils juridiques qui sont mis à la disposition d'un salarié ou d'un dirigeant d'entreprise en vue de l'intéresser financièrement à la bonne performance de l'entreprise. D'accord. Sachant que la performance est évaluée plutôt à la sortie et au moment de la cession de l'entreprise. Et l'objectif, en réalité, dans la mise en place des management packages, c'est un alignement d'intérêts entre ceux des fonds d'investissement ou en tout cas d'un actionnaire majoritaire actif par rapport aux opérationnels, et donc d'aligner les intérêts et donc partager la valeur au moment de la sortie. Donc globalement, c'est des actions par exemple qu'on pourrait donner ou des bons de souscription d'actions qu'on pourrait donner à ses salariés ou ce qu'on appelle des stock options. Mais ça peut être plus que ça? Alors ça peut être plus que ça. Il y a deux grandes familles de management package et disons une grande famille de dispositifs légaux encadrés. On a les actions gratuites. D'accord. Les stock Données options par le management. Données par la société, effectivement attributrice. Donc comme son nom l'indique, elles sont gratuites. Elles sont encadrées par le Code de commerce et le Code général des impôts et permettent aussi de bénéficier d'un régime fiscal et social de faveur et permettent de se prémunir aussi d'une requalification en salaire. On va y venir dans quelques instants. Vous aviez aussi les BSPCE, les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, qui sont aussi une autre catégorie qui est le même principe, un peu de gratuité. Pas tout à fait, puisqu'il y a quand même un prix d'exercice à souscrire, mais là aussi, régime fiscal et social de faveur. Les stock options issus de l'histoire, qui ne bénéficient plus réellement de régime fiscal de faveur, mais qui existent. Donc ça, c'est les régimes légaux. Et de l'autre côté, vous avez des régimes plutôt contractuels, issus de la pratique, avec un spectre assez large dans la créativité, puisqu'on a des choses assez artisanales, type des accords contractuels de rétrocession de plus-value qui sont organisés entre les dirigeants et puis le fonds d'investissement, ou en tout cas l'actionnaire majoritaire. Donc ça, c'est quand il y a quoi? Il y a un rachat de parts de l'entreprise? À l'occasion d'une cession d'une entreprise, tout simplement, la plus-value est partagée au travers d'un accord contractuel. Alors ça peut être sous forme de pacte, ça peut être sous forme de tout autre document, ou on a un système de partage de plus-value où on se rétrocède la plus-value en fonction de la performance, soit individuelle du salarié ou du dirigeant, soit de l'entreprise. On a des systèmes de promesses aussi, ou plus classiquement, c'est ça qu'on voyait dans la pratique de manière plus généralisée, les actions de préférence, qui étaient l'outil de support des management packages pour dans la grande partie des ce qu'on appelle action de préférence, c'est parce que vous faites partie des salariés les plus performants de l'entreprise ou des salariés qui ont les plus hauts niveaux hiérarchiques, vous avez un droit préférentiel à une action. Effectivement, quand vous êtes identifié dans le management, disons, actif, en tout cas sur qui on compte pour conduire la société économiquement dans de bonnes conditions, effectivement, on vous permet de souscrire des actions de préférence. C'est-à-dire que ça implique un décaissement de votre part et une prise de risque capitalistique de votre part, puisque en fonction de la performance, vous avez droit à une plus-value de sortie et un gain à la sortie. C'était comme ça qu'était organisé, c'est comme ça encore que sont organisés la plupart des management packages lorsqu'on a un fonds d'investissement qui est à côté d'une équipe de management. Et alors le sujet, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, que hier ces management packages étaient considérés comme des plus-values, donc notamment quand il y avait un fonds d'investissement qui arrivait au capital, qui rachetait une partie, tout ou partie des parts de l'entreprise, le gain que vous pouviez avoir faire que vous pouviez faire sur les actions que vous aviez était considéré comme une plus-value. Aujourd'hui, c'est considéré comme un salaire. C'est ça, c'est la jurisprudence qui décide ça. C'est pas encore
légal, c'est pas, enfin, si c'est légal, mais ça veut dire ça n'a pas encore été, il n'y a pas eu de ça n'a pas été légiféré, mais aujourd'hui la jurisprudence s'y attaque. Pourquoi ? Alors peut-être un point de nuance. Effectivement, l'objectif des management packages pour un manager, c'est de sortir en plus-value. Donc, c'est de réaliser une plus-value et d'être taxé sur le régime des plus-values. Ce qu'on comprend, on travaille pour cette entreprise, on réalise des performances et on veut faire une plus-value. Et on considère aussi que c'est un gain qui est totalement décorrélé des fonctions salariales qui par ailleurs étaient rémunérées. Jusqu'à présent, il y avait un équilibre qui était accepté par la pratique et puis aussi ancré par une jurisprudence de 2014 qui, pour autant qu'on démontrait qu'on avait souscrit ces instruments-là, et notamment les actions de préférence, pour une valeur de marché et en ayant pris un risque capitalistique avec une casquette d'investisseurs lambda, on était légitime à la sortie à considérer le gain comme une plus-value et être taxé comme tel. Même si on était au sein de l'entreprise et qu'on savait exactement ce qu'on achetait. Effectivement, on était effectivement salarié. Alors pourquoi c'est d'actualité ? Puisque effectivement une jurisprudence récente, enfin en tout cas de juillet 2021 du Conseil d'État, qui a été reprise par des juridictions de premier degré et aussi par le Conseil d'État encore en début d'année, a changé les critères et la grille d'analyse de ces instruments pour maintenant considérer que lorsque les instruments, les outils juridiques sont octroyés à l'occasion ou dans les conditions, enfin à l'occasion d'une fonction salariée, on doit, et en tout cas il y a un risque de requalification de ces plus-values-là en salaire. Sachant que le principe reste quand même la plus-value, sauf si l'administration fiscale, à l'occasion de contrôle, considère que les conditions d'octroi sont intimement liées et significativement liées en réalité à la casquette de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire. Et dans ce cas de figure-là, on a un risque de requalification salaire avec des enjeux qui sont totalement différents, mais on va y revenir si vous voulez. Non, bien sûr, mais c'est juste pour bien comprendre, ça veut dire que globalement, si je prends l'exemple d'action de préférence, ça veut dire que si on vous donne la possibilité d'acheter des actions de l'entreprise à un prix largement préférentiel, voire un peu sous-estimé par rapport à la valeur réellement de l'action, mais on considère que en fait, c'est un cadeau qu'on vous fait lorsque vous arrivez et vous êtes payé un peu moins, mais vous avez cette possibilité-là. Là, l'administration fiscale dit, ça, attention, c'est du salaire. C'est typiquement un indice. Effectivement, le rabais qu'on vous octroie au moment de l'entrée, de la souscription des actions, au moment de l'entrée dans la société, effectivement, c'est un indice parmi d'autres pour considérer qu'il y a eu un cadeau qui a été fait à l'occasion de vos fonctions salariées. Il y a d'autres indices aussi qu'on a, qui sont notamment, qu'on retrouve dans la documentation contractuelle qui est signée et préparée, et en tout cas signée au moment de l'entrée du salarié ou du manager au sein de l'entreprise. C'est tout ce qui est pacte d'associés, promesse de départ également, clause de non-concurrence ou clause de non-sollicitation qui sont insérées dans le pacte d'associés et non pas dans le contrat de travail. Tous ces indices-là, ce faisceau d'indices, peut conduire à une requalification salaire si on reconnaît à travers tout ce faisceau d'indices un lien évident avec les fonctions salariales. Donc notamment par exemple une clause de non-concurrence sur 2 ans après mon départ de l'entreprise où je suis payé tant par mois pour justement ne pas aller chez des concurrents, là ça pourrait être considéré comme du salaire. Oui, alors il ne faut pas prendre les indices un par un ou isolément. Mais typiquement une clause de non-concurrence ou une clause d'inaliénabilité qui figurerait dans le pacte d'associés qui interdirait à un salarié ou à un dirigeant de ne pas quitter l'entreprise pendant une certaine période, ou s'il le faisait, il était dans une situation de ce qu'on appelle le bad leaver, c'est-à-dire un mauvais départ, et donc avec un effet sanction aussi sur le prix de rachat de ses actions de préférence. Donc tous ces indices-là vont conduire possiblement une requalification. Alors justement, si on se place maintenant en 2022 sur des entreprises qui voudraient construire des management packages, déjà donc il a pas le régulateur n'a pas légiféré dessus, l'Assemblée nationale n'a pas légiféré dessus. Pour l'instant, c'est une jurisprudence, mais une jurisprudence qui est appliquée. Oui, une jurisprudence effectivement qui est appliquée, qui rend la situation assez inconfortable puisqu'on est sur un revirement de jurisprudence qui a été confirmé par des décisions récentes et vous avez raison, qui n'a pas été confirmé ni par la doctrine administrative, ni encore par la loi. On espère, on attend, peut-être dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022 ou la loi de finances pour 2023, les prochaines, en fonction du nouveau gouvernement, et pour autant que ça soit une priorité en réalité du gouvernement, ce qui n'est pas du tout acquis. On est plus sur des thèmes de pouvoir d'achat, plutôt que de s'intéresser ou de se soucier des management packages, de mécanismes moins connus du grand public. Capitalistiques. Oui, c'est ça. Donc je ne sais pas si c'est la priorité du moment, mais si ça l'est effectivement, on attend une évolution législative qui pour l'instant n'est pas arrivée. Et alors il nous reste quelques minutes. La question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que je
je construis mon management package aujourd'hui et qu'est-ce qui va advenir des management packages d'hier si jamais je veux les remettre aux normes, entre guillemets, ou ne pas perdre, faire en sorte que le salarié soit toujours gagnant, si je puis dire, vis-à-vis de ces management packages. Oui, exactement. Alors, si on distingue le passé et le futur. Alors, le passé, pour les management packages déjà existants et qui ne sont pas encore sortis, c'est-à-dire où ils sont en cours, mais il n'y a pas eu de session, en réalité, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est-à-dire qu'on peut attendre, c'est fini. Alors, on pourrait imaginer de vouloir retoucher, mais on est sur du cosmétique, et retoucher les management packages en considérant qu'il y a des liens trop évidents avec la nature salariale et la fonction salariée du bénéficiaire. Mais on est sur du cosmétique et de l'esthétique et pas forcément avec un impact efficace. Donc il n'y a pas grand-chose à faire sauf attendre et voir comment les choses évoluent. Si ça passe ou pas. Si ça passe ou pas, sachant qu'on n'a pas vu non plus une recrudescence de contrôles fiscaux à la suite de cette jurisprudence. Alors pour l'avenir, en revanche, pour la mise en place de tous les nouveaux management packages, c'est clair que le focus aujourd'hui est plutôt sur les instruments légaux, ils sont tous légaux, mais en tout cas encadrés par la loi, donc essentiellement les actions gratuites et les BSPCE, pour autant que ce soit possible, puisque c'est quand même des instruments qui sont assez contraignants en termes de conditions à remplir. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faut se focaliser sur ces instruments-là au moment de la mise en place des management packages. Si ce n'est pas possible, on veut rester sur une logique d'action de préférence avec l'envie d'avoir, le souhait d'avoir un décaissement effectif des salariés, des dirigeants à l'occasion de l'entrée dans la société. Là, il faut être beaucoup plus vigilant sur la rédaction de la documentation précontractuelle et aussi contractuelle qui est signée à cette occasion. Sachant que, comme on parle d'une jurisprudence, on ne sait pas exactement où sont les cases à respecter ou à ne pas respecter. C'est un peu ça la difficulté là, actuelle dans laquelle on est tous. C'est vrai que la jurisprudence du 13 juillet 2021 donne quelques faisceaux d'indices, quelques critères, quelques indices, mais pour autant, effectivement, c'est pas encore très clair sur, on a quelques idées entre praticiens, mais c'est pas encore très clair sur les lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser par rapport à cette nouvelle jurisprudence. Et alors, une dernière question, il nous reste quelques secondes. Vous disiez qu'on n'a pas vu de recrudescence de contrôles fiscaux suite à cette jurisprudence. Ça veut dire qu'on accepte quand même l'idée que les choses évoluent, mais lentement. Oui. En tout cas, on laisse le temps aux choses d'évoluer. Oui, c'est ça. La jurisprudence a environ maintenant 10 mois, 11 mois. On n'a pas constaté une recrudescence effectivement des contrôles fiscaux. C'est aujourd'hui un argument qu'ont les inspecteurs pour venir requalifier. Pour autant, l'argumentaire initial qui était de démontrer que le salarié prend un risque capitalistique en souscrivant des actions de préférence reste quand même un argument fort. Même dans le cas de BSPCE ou s'il achète moins cher. Alors les BSPCE, encore une fois, c'est quelque chose à mettre à part puisqu'on est encadré par la loi et donc protégé quelque part par la loi. En revanche, sur les instruments qui ne sont pas encadrés par la loi, type action de préférence, on a quand même cette ligne de défense qui est j'ai souscrit à un prix de marché mes instruments et j'ai pris un risque capitalistique en les souscrivant. Le sujet, c'est prix de marché. C'est le prix de marché. Voilà, c'est la valeur du marché. Il faut qu'il y ait un prix de marché. Sans décote et sans rabais, effectivement, à l'entrée. Sans décote et sans rabais. Merci beaucoup, Bruno Knajian, d'être venu nous détailler un petit peu les évolutions de ces management packages, donc évolutions actuelles et potentiellement à venir à voir. Je rappelle que vous êtes avocat associé et responsable de la pratique fiscale chez Herbert Smith Freehill. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.